Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Bien d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Esta, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute les news. Mm-hmm. Pas mal de news, pas mal de trucs qui sont tombés, pas Plus que mal la de semaine nominations. Oui, plus que la semaine dernière, c'est vrai. Mais là ça va, ça repartit de plus belle. Et je te propose de pas perdre de temps, parce que d'habitude on perd un peu de temps, mais là on a des gros sujets, on a des gros trucs. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a les timecodes dans la description des rubriques, en gros, de news qu'on fait. Donc les infos Marvel, DC, Warner. Là on va parler des cérémonies de récompenses. Voilà, c'est dans la description. Je le dis parce que je me fais chier à les faire, donc à noter tout ça, donc voilà. Et on y va, Ista? Ouais, exactement. On va commencer avec la première news. On va parler c'est la saison des cérémonies, voilà, des awards. Et on va parler du plus gros, des Oscars, le plus suivi, sur le coup, la cérémonie américaine. Voilà, donc on a eu les nominations qui sont tombées. Donc le film le plus nommé, c'est Emilia Pérez avec 13 nominations. Derrière, il y a The Brutalist qui en a 10, The Wicked qui en a 10, A Complete Unknown qui en a 8, Conclave 8, Sanora 6, D'une partie de 5, The Substance 5, Nosferatu 4, Abstiller 3, Sing Sing 3, The Wild Robot 3, The Apprentice 2, Flow 2 et Nicole Boyce 2 et A Real Pain 2 nominations. Voilà, donc Emilia Pérez qui comment s'en douter, truste un peu tout le tableau, quoi, derrière The Brutalist et Wicked qui est pas mal nommé. Ouais, après on n'est pas trop surpris, voilà, la France à l'honneur d'ailleurs, parce qu'Emilia Pérez est un film français. Et pas trop surpris, enfin il y a quelques surprises, je pense à Challengers qui a pas du tout été nommé dans meilleure musique, etc. Il y a des déçus. La mauvaise surprise, ça, sur le coup. C'est une mauvaise surprise. Après, quelques bonnes surprises quand même, parce que De Substance, au début des cérémonies, il était pas du tout annoncé comme étant gagnant, même nommé quelque part. Et là, c'est vrai qu'il a 5 nominations, on peut se dire, mais il a quand même 5 grosses nominations, quand même. Donc, meilleur acteur, meilleur film, meilleure réalisatrice, pour le coup. Et il me semble meilleur scénario, et quelque chose comme ça. Et donc, quand même, il y a quand même des grosses catégories, et je pense que de mémoire va pouvoir... Et meilleur film aussi, je crois. Hein. Oui, j'ai dit meilleur film. Ah, ok. Donc, je pense meilleur acteur, c'est meilleure actrice. Oui, meilleure actrice. Et donc du coup, il y a des moyens que ça reparte avec au moins Demi-Moore. Je pense elle est bien partie pour remporter meilleure actrice. Après, bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé qu'Emilia Pérez, ça méritait pas 13 nominations. C'est énorme. Bon, oui, c'est énorme. Bon, nous, on n'a pas trop aimé le film Emilia Pérez, voilà. Donc, bon. Mais après, il y a moyen que De Brutalist soit le grand gagnant aussi de cette cérémonie, vu qu'il a quand même pas mal raflé au dernier Golden Globes. Mais en tout cas, ça va se jouer entre les deux, clairement, je pense. Oui, complètement. Ça joue entre les deux là, c'est les plus nommés. Wicked, je le vois pas gagner le meilleur film. Je pense qu'il aura plus les costumes, les chansons, ce genre de choses. Et même les chansons, Emilia Pérez a de grandes chances de gagner, hein, faut pas oublier. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Mais une autre bonne surprise, c'est Flo qui est dans deux catégories, je m'y attendais pas. Sur le coup, qui est en meilleur film d'animation, mais aussi meilleur film étranger. C'est ça. C'est hyper rare pour un film d'animation d'être nommé ailleurs que dans meilleur film d'animation. C'est ça. Voilà, pour le coup. Mais bon, je crois qu'il a quand même pas mal marqué Flo, et surtout que c'est un film, voilà, il y a pas de dialogue, donc tout le monde peut le comprendre, même les Américains. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt cool pour le film. Oui, il y a The Wild Robot aussi qui a 3 nominations, c'est pas mal aussi. C'est ça. Meilleur film d'animation, mais meilleur scénario adapté et meilleur son, il me semble. C'est pas meilleure musique? Bon, en tout cas, c'est un truc comme ça. c'est un Oscar. Je sais plus. Okay, Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il est nommé ailleurs que dans meilleur film d'animation. Voilà. Et ça fait plaisir quand même. Bon, même s'il y a un long chemin à gravir, puisque je crois qu'il y a quasiment jamais, je crois que c'est arrivé une ou deux fois qu'un film d'animation est nommé aussi dans meilleur film. Oui. Et dans meilleur film d'animation, mais voilà. Il n'y a jamais un film d'animation qui a gagné meilleur film, pour le coup, je crois. Donc bon, c'est quand même un peu dommage, quoi. Pour ce que font les Oscars habituellement, c'est plutôt sympa. C'est ça. Et The Substance, c'est sur le coup le 7e film d'horreur sur 97 cérémonies à être nommé dans meilleur film. Voilà, parce qu'à côté, il y a eu L'Exorciste, Les Dents de la Mer, Le Silence des Agneaux, Le Sixième Sens, Black Swan et Get Out.
Donc ouais, c'est pas souvent quoi. Et je crois, peut-être que je dis une bêtise, qu'il y a que Le Silence des Agneaux qui a gagné meilleur film en étant un film d'horreur, parce que je crois pas que Les Exorcistes et Les Dents de la Mer ont gagné. Ça me dit rien peut-être, mais ça me dit rien du tout. Et après les autres, ils sont pas gagné meilleur film, donc peut-être. Bon, je pense pas, mais peut-être que voilà, De Substance peut surprendre et gagner, ça serait fou. Ouais, j'y crois pas, mais bon. J'y crois pas non plus, mais bon, c'est compliqué quoi. Et la catégorie des réalisateurs nommés, c'est la première fois. Enfin, c'est les nommés dedans. C'est pas la première fois, mais c'est les nommés dedans. C'est tous leur première nomination en tant que réalisateur. C'est plus arrivé depuis 1998. Voilà, il y a Jacques Audiard, il y a Coralie Farja. Jacques Audiard, ouais, Coralie Farja, il y a Brady Corbet, le mec de Brutalist. Il me semble qu'il y a James Mangold, je crois, qui est nommé dans. Je sais plus s'il est nommé en meilleur réal. Je sais plus. Et il y a Sean Baker aussi, donc voilà, il y a que des nouveaux. C'est vrai que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Et on va passer à la cérémonie des Césars, puisque les nominations viennent de tomber au moment où on enregistre. Et on peut noter que Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet est en tête avec 14 nominations, suivi de très près de L'Amour Ouf, qui a 13 nominations, et Emilia Pérez avec 12 nominations. Donc ça va se jouer entre ces trois-là en général. Après, bon, j'ai vu le palmarès, etc. C'est vrai que, bon, comme à peu près chaque année, t'as toujours quelques films qui sont nommés absolument partout, quoi. Ouais. Et là, ça échappe pas à la règle, quoi. C'est-à-dire que les 3 films sont nommés partout. Après, il y a quelques nominations pour L'Histoire de Suleiman et pour par exemple Miséricorde. Voilà, il y a quelques films comme ça qui ont quelques nominations, mais c'est vraiment trusté par 3-4 films, et c'est comme ça à peu près chaque année. Il y avait Je verrai toujours vos visages, par exemple, l'année dernière, un film que j'aime beaucoup, mais il y avait je crois que la catégorie meilleure actrice ou acteur secondaire, je sais plus, il y avait 4 des 5 nommés qui étaient du même film, et tu fais mais non, mais ça n'a aucun sens, quoi, pour le coup. Donc voilà, après on verra ce que ça donne, mais bon. Est-ce que je suis content de ces nominations? Je suis pas très sûr. Enfin bref. J'ai vu aussi des gens qui se demandaient, ils trouvaient ça bizarre parce que The Substance est nommé dans le meilleur film étranger et Emilia Pérez dans le meilleur film français, quoi, sur le coup. Mais je crois que c'est une histoire de subvention. En fait, je crois qu'il a été la production, la majorité de la production d'Emilia Pérez est française, alors que celle de Substance est américaine, quoi. Après, De Substance a été fait en France. Il y a eu une bonne partie de l'équipe de production qui est française, et la réalisatrice est française, donc voilà. Mais je crois que c'est décidé en fonction de combien en gros a été mis d'argent et tout. Enfin bref, c'est des décisions un peu comme ça, quoi. Donc voilà. Et est considéré comme film étranger. Ce qui est étrange parce qu'en plus même Emilia Pérez, ça parle pas du tout français normalement, ça fait. Ça. Oui, mais après bon, c'est des trucs, c'est des trucs de production et tout ça. Enfin bref, c'est compliqué. On a aussi appris que les Césars suspendront tout membre mis en cause par la justice pour violence sexuelle. Et je pense que ça vient après l'événement qu'il y a eu au César il y a quelques années où Roman Polanski a gagné le César du meilleur réalisateur, et que Adèle Haenel est partie avec plusieurs personnes de la salle en disant c'est la honte, on s'en souvient. Tout c'est, je pense que après ça il y a eu quand même, il y a eu un après ce moment-là, après Adèle Haenel, quoi. Et la cérémonie réagit enfin, et voilà. Donc ils vont suspendre le droit de vote pour ceux qui sont mis en cause par la justice en attente du procès, de la fin du procès, etc. De la décision de justice. Bon, on se demande pourquoi ça n'avait pas été fait avant. On se pose la question quand même de se dire c'est quand même assez sensé, quoi. Mais bon, c'est pas sensé pour tout le monde tout de suite, apparemment. Ouais, il faut toujours attendre qu'il y ait une catastrophe pour que ça bouge, quoi. Enfin, bon. Bon, après, il y a quelques années, il nommait en meilleur réal un mec qui est en cavale et je rappelle, violé une mineure, quoi. Donc c'est quand même assez fou, quoi. Enfin bref. On va parler de trucs plus joyeux parce qu'on va s'énerver. Oui. Allez, on va chez Marvel. Et il serait en train de voir pour embaucher Ryan Gosling pour jouer le Ghost Rider dans le MCU. Et il voudrait introduire le Ghost Rider dans Avengers Doomsday avec un gros rôle dans le film. J'aime bien que tu l'appelles le Ghost Rider. C'est le Ghost Rider, c'est pas Ghost Rider, c'est Batman. Le Ghost. C'est ça, c'est le Batman. Le Ghost Rider, moi je voulais Nicolas Cage qui revienne, mais bon, c'est pas grave. Non, je rigole évidemment. Mais oui, de toute façon, Ryan Gosling, il y a un an, avait fait une interview où il disait que de toute façon, ça lui plairait de jouer Ghost Rider, parce que je crois qu'il aime beaucoup Ghost Rider, et que voilà. En fait, c'était une convention où on lui a demandé quel personnage vous aimeriez jouer si on vous embauche dans ce film Marvel, et lui il a dit direct Ghost Rider, quoi. Voilà. Mais il a dit ça en interview aussi, parce que j'ai une image de lui en interview avec Emily Blunt où il parle de ça. Ah oui, il y a un autre truc, mais le truc de base c'est dans une convention. Oui, encore ça venait de là. Et il disait lui il était toujours chaud, et que voilà, Kevin Feige
que de l'appeler, quoi. Et apparemment, je pense que bah voilà, ils se sont dit quand même Ryan Gosling, faut peut-être pas passer dessus, quoi, parce que quand même c'est une grosse star. Voilà, il était dans Barbie qui a tout cassé. Donc voilà, et oui, Ryan Gosling dans Ghost Rider, pourquoi pas. Après, le truc qui est bizarre, c'est qu'il la rumeur, enfin c'est pas sûr, mais qui serait introduit dans un gros rôle, genre peut-être un lead role dans Avengers Doomsday, alors que bah on l'a jamais vraiment vu, et d'un coup il débarque dans Avengers Doomsday, tu fais d'accord. C'est un peu bizarre dans l'idée, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dans Doomsday, quoi. Bah là, je peux m'imaginer un truc où ils vont dans un univers parallèle et que le mec ils introduisent là, c'est lui qui vit dans cet univers, tu vois, et c'est lui qui va aider les Avengers, ou je sais pas, tu vois, un truc comme ça. Ouais, mais c'est le côté le big role, quoi, tu vois, qui m'interpelle, parce que je me dis dans les Avengers en général, bah ils introduisent des nouveaux personnages parfois dans Avengers 2 par exemple ou quoi, mais tu sais ça reste des persos secondaires et ils se concentrent quand même sur les plus gros, et là tu te dis bah, directement il le mettrait peut-être central à l'histoire, c'est assez fou, mais écoute, pourquoi pas. Après vu que le script et tout sont en train d'être réécrit, tout ça, bon bah de toute façon ça se trouve ils vont l'incorporer, quoi. Mais bon, on verra ce que ça donne, mais bon, pourquoi pas, hein. Bah moi Gosling, Ghost Rider, je suis pour. Ouais, bon après je crois qu'il y a très peu de gens qui sont contre. Je pense. Ah, j'ai vu des gens qui étaient pas trop chauds, mais c'est les fans de Nicolas Cage, faut les comprendre. Ensuite, Captain America Brave New World. Alors on a eu des infos intéressantes parce que bah on a vu des infos, mais ça date il y a un an maintenant, presque, hein, je crois, qui disait que le budget de Captain America Brave New World avait excédé les 300 millions, en tout cas il était très très cher, et qui y avait des reshoots massifs qui étaient annoncés. Donc en gros que le film avait coûté extrêmement cher, comme à l'instar de Marvel, ce qui avait coûté quand même assez cher quand même pour ce film-là. Et apparemment le budget serait pas aussi gros. Apparemment le film a un budget total de production, on s'entend, 280 millions, et bah c'est c'est carrément en dessous de ce qui était parce que certains, après c'était des rumeurs, hein, c'était à prendre avec des pincettes, mais voilà, il y avait quand même personne qui l'avait démenti ce truc-là pendant un an, et là ça sort là que en fait non, il aurait coûté 180 millions, ce qui est à peu près 20 millions de moins que les Marvel les plus bas de ces dernières années quasiment. Donc c'est ça qui est assez spécial, assez bizarre quand même de se dire ça, parce que bah on n'est pas habitué à avoir un Marvel à moins de 200 millions maintenant. ça fait je sais pas combien de temps. J'avais regardé le dernier qui est un peu dans ce budget-là, qui est entre 150 et 200, je crois que c'est Shang-Chi. Et Shang-Chi, ok, d'accord. Mais pour le coup, c'est assez rare. Et bah, le film devrait potentiellement ouvrir aux environs des 95 millions sur le box-office américain. Et il serait de 15% en dessous de Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc un début de box-office raisonnable, voilà, pas dégueu, pas exceptionnel. Mais après, il va falloir voir, surtout je pense, sur la longévité, le bouche à oreille. Mais bon, même s'il floppe un peu le film, vu qu'il coûte quand même moins cher, bon, va falloir voir à quel point il flop, parce que s'il flop à niveau Ant-Man, niveau Ant-Man 3, voilà. Mais en gros, bon, il peut clairement se rembourser, il est pas dans des budgets pharaoniques qu'on pouvait penser, et en mode, bon, bah, si t'as 300 millions, bon, bah, t'es foutu, quoi, dans ton film, là, ça va. Il peut clairement se rembourser, quoi. Ouais, en plus, Ant-Man 3 avait fait un bon démarrage, hein, si je me souviens bien. Oui, mais il avait chuté très, très, très hard. Ouais, c'était ça, hein. Bah c'est pour ça qu'il faut voir le bouche à oreille et tout, parce que si bon, le bouche à oreille est pas bon, etc., bah il peut chuter comme Ant-Man, malheureusement, mais bon. Les frères Rousseau, on les aime bien? Enfin, non. Je ne m'exprimerai pas. On va en parler en tout cas. Et les frères Rousseau, bon, ils sont revenus là pour faire Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars. Et bien après Avengers Secret Wars, ils n'en auraient pas fini. Forcément, avec le MCU. Ils auraient même signé un deal pour superviser tous les projets de la prochaine saga, et notamment les X-Men. Alors, est-ce qu'ils vont réaliser les X-Men? Je sais pas, mais en tout cas, ils vont superviser. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils vont avoir un rôle de consul, genre pour voir la continuité entre les films, etc. Ce qui manque un peu peut-être à la phase 4, 5, 6. Ça, ce serait pas mal. Après, en réel, je sais pas. En tout cas, ils aiment bien l'argent, parce que vu le contrat qu'ils ont eu pour aller le 2 Avengers, je me dis putain, ils se sont dit là faut pas partir, là faut rester. Mais après, je me dis peut-être aussi que Kevin Feige, avec tout ce qui se passe, il peut pas tout gérer peut-être, et que certains pans de son univers, il va les déléguer à certaines personnes, je pense aussi, parce que bah Kevin Feige, en plus, il a eu un rôle il a accédé à un rôle plus important, il me semble, l'année dernière. Chez Disney ou quoi, enfin bref, et du coup il peut pas être partout, et de toute façon on le sentait sur la Fat 4, il pouvait pas être sur tous les projets, donc peut-être qu'il délègue un peu en fait il est devenu patron de tout Marvel, même Marvel Comics, c'est ça. Marvel, et déjà vu la multiplication aussi des programmes qu'on a eu chez Marvel, c'est très compliqué d'être partout, et donc voilà, je pense que après voilà, les Russo ils sentent bien chez Marvel, etc., donc ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent. Après je t'avoue que pour X-Men j'aimerais
d'autres réals, j'aimerais que ce soit pas eux les réals, quoi, voilà, donc bon. Après, moi, je trouve qu'ils arrivent à faire des bonnes dynamiques d'équipe, donc je suis mitigé, je suis en mode, pourquoi pas. Ouais, mais est-ce qu'on a encore envie d'un film des frères Russo? Enfin, ce serait leur 7e film? T'imagines, chez Marvel, bon, est-ce qu'il y aurait pas besoin d'un truc un peu plus frais, quoi, quand même, que les Russo, quoi? Ouais, à voir. Mais en fait, c'est un peu une valeur sûre pour eux, je pense, chez Marvel Studios. Dès qu'ils savent pas trop, je pense, ils les prendront, quoi, sur le coup. Oui, je pense aussi. Et Marvel Studios aurait commencé le casting pour justement le fameux film X-Men qui va arriver chez Marvel dans le MCU. Ils auraient commencé le casting pour 2 personnages, et c'est notamment Gambit et Kitty Pryde. Donc Channing Tatum, il sera pas Gambit dans le prochain film X-Men. My name is the Gambit. Non, ouais, c'est vrai qu'en plus il y avait des gens qui voulaient pousser pour qu'il soit Gambit et tout. Voilà. Laissez-nous tranquille, d'accord. C'était drôle, voilà, le gag. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre ça sur le côté parce que en fait, on n'a pas envie, voilà, de tout un film Gambit avec Channing Tatum. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas envie. Voilà. Surtout que j'ai vu X-Men 97. Ouais, voilà. J'ai vu X-Men 97. Je me dis putain non, quand même. Enfin, après Channing Tatum, c'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement. Et voilà, je pense qu'en plus qu'ils iront prendre peut-être des acteurs plus jeunes parce que voilà. Je sais pas quel âge il a, mais il a plus de 40 ans, peut-être ils iront prendre des jeunes. Et c'est vrai que Gambit et Kitty Pryde, dans un reboot X-Men, ils ont pas vraiment été exploités au cinéma, non, les deux. Bon, il y a X-Men 3 avec Elliot Page, mais bon, c'était pas le meilleur film, voilà. Et Gambit aussi, il était pas dans le meilleur film. The Future Past aussi. Oh non, mais voilà, excuse-moi, mais c'est pas grand chose, quoi. Et Gambit dans X-Men Origins Wolverine, bon voilà, on va pas en parler. Ouais. Mais oui, tu vois, c'est quand même 2 gros personnages qui peuvent, en plus ça c'est bien de pas reprendre exactement les mêmes X-Men, même si je pense qu'il y aura Cyclope évidemment, il y aura Jean Grey potentiellement, etc. Peut-être pas Wolverine, mais en tout cas voilà, de repartir avec des X-Men qu'on n'a pas trop vus, ça fait plaisir quand même. Ouais, Wolverine, j'y crois pas trop moi. Non, je pense ils vont faire Wolverine, ils vont le laisser de son côté avec Deadpool et ils vont faire une autre team. De toute façon, si tu regardes X-Men 97, Wolverine, c'est le perso le moins... C'est vraiment un perso tertiaire, quoi, sur le coup. C'est vraiment celui où on s'en fiche un peu, hein, dans X-Men 97. Donc, je pense que t'es pas obligé d'avoir Wolverine dans ton film pour faire un bon film X-Men, hein, de toute façon. C'est ça, et en plus, Wolverine, on s'en est tapé dans tous les films X-Men, quoi. C'est bon, quoi. Et de toute façon, ils veulent garder Deadpool et Wolverine, ils veulent peut-être même faire une trilogie autour de ça. Bon, voilà. Donc, bon, je pense pas qu'ils feront 2 Wolverine dans le même univers. Ils sont capables, mais je le sens pas. Et on a des infos sur le film Armor Wars. Alors, le film est mis en suspens. Et il devrait sortir après Secret Wars, donc après 2026. Et l'histoire serait complètement différente du film, du pitch original qu'ils avaient écrit. Et apparemment, le script serait en train d'être réécrit à cause du backlash qu'a reçu Secret Invasion. Donc, j'imagine que Secret Wars devait être écrit en fonction des conséquences potentielles de Secret Invasion. Mais bon, Secret Invasion, c'est peut-être le show le plus détesté de Marvel total, hein. Et peut-être et de toute façon, j'ai l'impression qu'ils veulent effacer un petit peu, on va faire comme s'il n'existait pas, tu vois, comme s'il n'était pas canon. Donc ils vont tout réécrire. Et après, c'est une vague de réécriture de toute façon sur les films du MCU. Là, on parlait des Avengers qui a été réécrit, mais bon, il y a aussi Blade, voilà, qui a eu des gros problèmes de production. Voilà, donc il y a beaucoup de films qui sont réécrits à l'aune des critiques, je pense, que le MCU a reçu ces dernières années, quoi. Ouais, Secret Invasion, c'était vraiment mauvais, donc oui, sur le coup, bon, c'est bien. Sur le coup, si ils refont tout. Après, est-ce que ça va vraiment encore s'appeler Secret Wars? Est-ce que ce sera pas Secret Wars, pardon, Armor Wars? Ouais. Est-ce que ce sera centré autour de Rhodey? Enfin, moi, j'ai du mal à voir un film quand même centré autour de Rhodey en perso principal. Hein. Et puis, je pense que ça dépendra aussi des retours d'Ironheart, aussi le film là, vu qu'il sort cette année, peut-être aussi se mettre ça en tête, voir si ça marche ou pas. Ouais, je sais pas. Après, oui, il y a moyen qu'ils réécrivent le truc parce que tu te dis Ironheart, Rhodey, tout ça en perso principal d'un film. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, vraiment pas sûr. Et on a eu une mauvaise nouvelle pour Agatha All Along. Et Agatha All Along, ça ne reviendra pas pour une saison 2, selon Patti LuPone, donc l'actrice qui joue la sorcière qui faisait du tarot, là, qui était voyante. Elle a dit que Jack Schaeffer a dit qu'il ne faisait pas de seconde saison. Donc elle aurait même refusé de faire une seconde saison de WandaVision, d'après ce qu'il se dit. Lui reproposé, elle aurait dit non. Donc voilà. Après, je pense que Jack Schaeffer va faire une autre série dans l'MCU, mais ce sera pas la saison 2 d'Agatha, quoi. Ouais, elle a dit qu'elle faisait pas de seconde saison, enfin ça l'intéressait pas. Donc, mais après, moi j'imagine que le Wandaverse, le Wandaverse en série, à savoir WandaVision, Agatha, la Vision qui arrive, j'imagine que potentiellement ça pourrait mener à quelque chose dans son propre petit univers à l'intérieur du MCU. Ou alors elle fait un film, Jack Schaeffer, peut-être, non? Peut-être. En tout cas, qu'elle soit là ou pas, je pense qu'ils feront des trucs avec ça. Voilà. Après, c'est vrai que peut-être qu'ils feront pas une suite à Agatha ou une suite
qui s'appellera Agatha, mais un truc, je pense, qui réunira peut-être un peu tout cet univers en série. Je vois bien ça, quoi, moi. Ouais, je pense à un délire comme ça, effectivement, sur tout le monde de la magie des sorcières. Clairement, de toute façon, la fin de la série Agatha, elle lance quelque chose derrière, donc à voir où ça va, quoi. Clairement, on a des infos sur la chronologie des médias, Ista. Ouais, c'est chez Disney. La Walt Disney Company France a annoncé que Disney Plus pourra désormais proposer à ses abonnés français des longs métrages à partir de 9 mois après leur sortie en salle contre 17 auparavant. Voilà, depuis 2022, c'était 17 mois après la sortie au cinéma. Et bien maintenant, ce sera plus que 9. Le renouvellement de la chronologie des médias était en discussion depuis quelques jours car l'accord actuel arrivait à échéance. Mais en échange, la plateforme s'engage à investir 25% de son chiffre d'affaires net annuel généré en France dans le cinéma français et européen. Globalement, la chronologie des médias en France, c'est une exception française. Voilà, je vais les résumer rapidement, mais en gros, elle dit que les films qui sortent au cinéma pourront être disponibles sur des plateformes streaming, à la télé, mais dans un délai qui est imposé. Il me semble que c'est 4 ou 5 mois pour les DVD, les Blu-ray, et que c'est 6 mois pour Canal+, parce que Canal+, investit beaucoup dans le cinéma français, et donc plus une boîte investi dans le cinéma français, plus elle a des avantages vis-à-vis de la chronologie des médias. Et pour Disney+, Amazon, etc., c'était de 17 mois. Ils devaient attendre 17 mois avant de mettre les films sur leur plateforme. Et Netflix, c'est 15 mois. Et là, maintenant, Disney+, a négocié un accord pour avoir 9 mois, soit 3 mois après Canal+. Donc c'est quand même une grosse avance, puisqu'ils ont aussi avancé leur avance sur Netflix, parce que Netflix était le premier des plateformes de streaming après Canal à voir les films, et là maintenant c'est Disney+, et ouais, ça va être un gros avantage pour eux sur leur catalogue français, mais ils sont engagés aussi à investir beaucoup plus aussi dans le cinéma français, donc voilà, on verra ce que ça donne, mais oui, c'est un gros avantage quand même qu'il aurait donné, quoi. Et sur le coup, ça veut dire qu'on va peut-être plus voir de production Disney française, quoi, au cinéma. Je sais même pas si ça existe, mais j'en ai vu en série. Non, mais ils produisent déjà des trucs au cinéma. Ouais. Voilà, après, ça dépend combien ils implantent, mais là, ils vont devoir implanter beaucoup plus, parce qu'ils sont engagés sur 3 ans à mettre 25% de leur chiffre d'affaires, ce qui est quand même beaucoup. Et donc voilà. Donc je pense qu'on aura plus de productions Disney, mais bon, ça peut être des productions qui sont disséminées un peu partout, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais, je vois. C'est pas des coprods ou quoi, tu vois. Ouais. Comme Canal, quoi. C'est ça, comme Canal. Ensuite, chez 20th Century Fox, Martin Scorsese va réaliser un autre film qui s'appelle Devil in the White City avec Leonardo DiCaprio, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Parce que voilà, c'est leur, je sais pas combienième collaboration ensemble, et ça parle d'un serial killer qui a tué des douzaines et des douzaines de personnes à Chicago pendant une exposition. Donc je crois que c'est à la fin du 19e, en 1893. Et donc ouais, c'est assez fou. Quand même de se dire que Martin Scorsese va encore réaliser un film avec Leonardo DiCaprio. Il en a encore dans le coffre, le vieux, et moi j'ai envie de voir une histoire d'un serial killer joué par Leonardo DiCaprio derrière la caméra. Martin Scorsese, voilà, je suis aux anges. Voilà. Il a la vie facile, Leonardo DiCaprio. Il appelle Scorsese, il appelle Paul Thomas Anderson, et puis on fait un film, et puis voilà, quoi. Franchement, ça va, quoi. Il a des plats de réal qui veulent bosser avec lui, donc sur le coup, lui, c'est tranquille, hein. Ouais, clairement. Mais le film, là, c'est une adaptation je crois que ça fait ultra longtemps qu'ils veulent le faire, genre 15 ans, 20 ans, je sais plus, c'est un vieux projet, mais qui a été ressuscité, là. Ce sera chouette, c'est Martin Scorsese. Ouais. Et on a une petite info sur Star Wars, le nouveau le nouveau scénariste pour le film focus sur Rey Skywalker, c'est George Nolfi, voilà, qui a scénarisé The Bourne Ultimatum et Ocean's 12. Voilà, et Charmin Obaid Chinoy est toujours à la réalisation pour le film, et ça se passerait 15 ans après Rise of Skywalker. Donc voilà, ils ont rebooté un peu l'écriture du film, on le savait que ça s'était pas très bien passé, mais ils sont quand même confiants de faire ce film. Donc voilà, on l'aura sûrement dans... Donc ouais. C'est ça, on l'aura sûrement dans 2-3 ans, je pense. Ouais, je pense aussi. En tout cas, ça avance. Il se passe des choses, donc c'est pas à l'arrêt, donc c'est déjà une bonne nouvelle, quoi. Je pense que c'est le film de Mangold qui va entrer en production, ou peut-être celui de Sean Levy, même qui va entrer en production. Ah, c'est celui de Sean Levy, ouais, il paraît que c'est celui de Sean Levy qui va aller bientôt, là. Très prochainement. On va chez Universal Pictures, puisqu'on a eu de nouvelles infos sur le film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Et oui, adapté de l'Odyssée d'Homère, donc toujours avec Tom Holland, Zendaya, Anna Thaoué, Matt Damon, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson. Et cette fois-ci, c'est Jon Bernthal qui succède et qui rejoint le casting. Donc Jon Bernthal, le Punisher, Shane dans The Walking Dead. Voilà, c'est les trucs les plus connus, je pense. Et le tournage commence le mois prochain. Donc Jon Bernthal qui va jouer le Cyclope, je le sais. Voilà, je te dis qu'il va jouer le Cyclope. Tu me crois pas, je mets ma main à couper.
Voilà. Bah peut-être. Sacré casting en tout cas. À chaque fois qu'il y a un nom qui sort, c'est un mec qu'on connaît quoi. Enfin une meuf. C'est ça. C'est gros casting pour le film de Nolan. De toute façon maintenant tout le monde veut bosser dans les films de Nolan, donc t'as toutes les plus grosses stars qui y vont quoi. Voilà. Donc. Après John Mertal a déjà travaillé avec Nolan puisqu'il était dans Le Loup de Wall Street. Faut le dire aussi. On s'en souvient pas, mais il était dans Le Loup de Wall Street. Il avait un rôle super dedans. Mais c'est pas Nolan, Le Loup de Wall Street. Je sais pas pourquoi je parlais de vous. Ah oui, parce qu'on parlait de Scorsese. Je sais pas. Oh là là, j'ai fait un truc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Oui. Parce qu'on a parlé de Scorsese tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Oui. J'ai fait un passage là. Ça fait un mix, un mélange bizarre. Hein. C'est ça. Bah, c'est dans ma tête. Mais non, je crois pas que John Burton était dans un film de. Non, il a pas été du tout. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit Le Loup de Wall Street. Parce qu'en fait, il y a Leonardo DiCaprio, Scorsese. Enfin bref. C'est parti en couille dans ma tête. Je vois. On a des infos sur le film de Michael Jackson et des grosses infos parce qu'apparemment le 3e acte du film, donc la dernière partie du film du biopic sur Michael Jackson, elle est inutilisable et a été annulée parce qu'en fait il y a un problème juridique, c'est que le 3e acte se concentre en fait sur l'enquête en 1993 sur les allégations de Jordan Chandler sans lesquelles Michael Jackson aurait abusé sexuellement de lui à l'âge de 13 ans et en fait ils ont oublié un peu la succession de Michael Jackson qu'ils avaient signé un accord avec la famille Chandler il y a des années en fait pour ne jamais inclure dans aucun type de film leur nom ou leur personnage et donc apparemment le 3e acte serait pratiquement inutilisable. Alors c'est une info, on n'en est pas trop sûr, même si ça a été repris par des médias très sérieux quand même. Il devrait changer une grosse partie du film. Après, j'ai lu aussi que ça dépeignait Michael Jackson comme étant innocent. Bon, moi voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas. Après, je me suis dit, c'est quand même assez courageux parce qu'il y a beaucoup de biopics un peu édulcorés qui parlent pas du tout des allégations, des problèmes. Voilà, c'est ça, des problèmes. On pense à Bohemian Rhapsody et tout, qui est complètement édulcoré, qui parle pas du tout. J'avais de drogue, quoi. Oui, non, mais n'importe quoi. C'est ça, ou des trucs comme ça qui est très, voilà, tout blanc. Et là, je me dis, peut-être que ça peut aborder le truc. Bon, finalement, non, ils sont obligés de retourner les scènes. Je sais pas ce qu'ils vont faire à la place. Mais bon, apparemment, si c'était pour dire que Michael Jackson est innocent de toute charge et tout, bon, ça sent un peu le truc de la famille qui est en mode, vas-y, faut rétablir l'image de l'icône de Michael Jackson. Oh là là, est-ce que c'est intéressant? Je pense pas. Je sais pas. Là, sur le coup, ils vont peut-être changer, ou alors ils vont changer juste les personnages. Bah ouais, je pense que ce qu'ils veulent faire de base, ils vont pas le changer. Hein. Après, je dis pas que c'est ce qu'ils veulent faire, c'est que des rumeurs, etc. pour l'instant. Mais si c'est ça qu'ils veulent faire, ils vont pas le changer. Hein, ça, je pense. Hein. Là, je pense pas non plus. Surtout que bon, ça sort cette année, hein, le film. Hein. C'est ça, mais du coup, ils vont devoir aller dans des gros reshoots pour voilà, agencer le truc et faire autre chose. Donc, en plus, apparemment, le film coûte assez cher. Donc, je pense que ça va rajouter au prix du film. Donc, bon, après, je pense que le film va péter le milliard, mais voilà, va falloir se lever tôt, quoi, pour. Il peut clairement faire le nouveau Bohemian Rhapsody à faire le milliard, ouais. C'est ça, il peut battre le record du biopic, du biopic qui a rapporté le plus au box-office, ouais. Robert Eggers, alors moi j'aime bien, toi tu l'aimes pas. Donc le réalisateur de Nosferatu, de The Witch, The Lighthouse et The Northman. Eh bien, on a des nouvelles de ses prochains projets. Alors notamment, il va réaliser un film qui s'appelle Werewolf, voilà, qui sera son prochain film. Et ce sera un film d'horreur avec des loups-garous situés dans le XIIIe siècle en Angleterre, avec dialogue un peu ancien, quoi, lié à la période... de cette période-là du XIIIe siècle. Et ça va sortir donc le 25 décembre 2026, un peu comme Nosferatu qu'on a eu là en décembre à Noël 2024 sur le coup. Là, on ressort un film d'horreur, mais avec un loup-garou. Et il y a aussi un autre projet. Il va réaliser la suite du film Labyrinthe, donc le film qui était avec David Bowie, de film d'Heroic Fantasy. C'est ça. Robert Eggers ne veut pas faire de films qui se passent dans le présent. Voilà, il refuse. Il veut faire que des films dans des temps anciens, etc. Voilà, donc là il va faire la figure du loup-garou. Voilà, donc après avoir fait le vampire, la sorcière, il fait le loup-garou. Et un film de fantasy, parce que Labyrinthe c'est plus un film de fantasy qu'un film d'horreur. Donc voilà, il ferait de la fantasy, donc pourquoi pas. Après bon, moi je pense que son film du loup-garou, ça va être la même chose un peu que ses autres films, donc ça va pas forcément le pire. Après le remake de Labyrinthe, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu le film original, mais un truc de fantasy un peu loufoque et tout, donc je me dis peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose. Ouais, ça va peut-être un peu être différent de ce qu'il fait habituellement. Ça va peut-être me faire lever un sourcil, voilà. Peut-être que c'est la réhabilitation pour Robert Eggers. Ouais. Yes. Une nouvelle adaptation de Resident Evil, voilà. Un nouveau reboot, parce qu'il y a un reboot il y a quelques années qui a pas trop marché. Et voilà, là c'est Zach Cregger qui va s'en charger, qui va écrire et réaliser donc le réalisateur de
Barbarian que j'avais beaucoup aimé sur Netflix, et il y a 4 studios qui se battent voilà pour avoir les droits de diffusion du film, et il y a Warner Bros et Netflix qui sont dans la course. Donc s'il vous plaît Warner, parce que Netflix est en train de diffuser au cinéma, donc ça m'intéresse pas. Moi, c'est surtout pas Netflix. Oui, de toute façon jamais Netflix, mais j'ai pas envie qu'il soit que sur Netflix, en fait ça me ferait chier. Et puis Netflix, hein, ils ont déjà détruit la saga une fois. Hein. On n'a pas oublié. Hein. Ah, c'est vrai qu'ils avaient fait une série. Oui. Ils avaient fait une série Netflix horrible que j'ai regardé le début et qui était nulle à t'as chier. regardé Bah, j'ai vu le début, j'ai pas tout vu. J'ai vu 3 épisodes et c'était insupportable. Ça avait l'air horrible. Ouais, ça avait l'air horrible. Ça avait rien à voir en plus avec Resident Evil. Et du coup, Constantin Film, c'est ceux qui détiennent les droits depuis 1990, et donc on produit tous les films avant, et bah ils vont produire le reboot avec PlayStation Productions, voilà. Et donc Zack Cregger a dit qu'il voudrait revenir aux origines de l'horreur, qui soit très fidèle au jeu initial, mais c'était déjà un peu ce qui était dit au dernier reboot, donc bon, ça veut un peu rien dire. Ouais, mais bon, le dernier reboot, c'était pas des gens doués derrière, quoi. Non, mais on est d'accord, mais ce que je veux dire là, il dit que ça va revenir au jeu original, bah, le dernier reboot le faisait, enfin, c'est pas un truc nouveau, quoi. Mais après, effectivement, moi ce qui me hype, c'est que c'est quand même un bon réalisateur, voilà, qui est derrière, voilà, pour le coup. Et ouais, bah j'attends bien de le voir, moi. Pour une fois, est-ce qu'ils vont réussir à le faire bien après 7 mauvais films, quoi? C'est ça la question, parce que c'est la fin de la malédiction pour Resident Evil, quoi. Parce que, je sais pas, il y a combien d'animations, il y a rien de bien, même les films d'animation sont pas fous, quoi. Ah non, ils sont nuls à chier. Hein. Il y a eu aussi une série d'animation sur Netflix, qui n'était pas bien non plus. Enfin, il y a rien qui est bien, enfin, ils ont testé hein. les reboots, il y a de la saga de Paul W.S. Anderson, bon, qui a marché, hein, sur le coup, qui a fait des sous, mais, qui était mauvaise aussi, et... Ouais, en tout cas, c'est le meilleur réalisateur, je pense, qui est dessus depuis, parce que pour voilà. les Paul W.S. Et celui du dernier et tout, je sais pas s'il était mauvais ou quoi, mais en tout cas, le film, il est pas terrible. Là, je me dis, peut-être qu'il peut faire un vrai truc, et peut-être, je sais pas s'il aura moins de budget et tout, mais ouais, voilà. En tout cas, ils veulent pas lâcher cette saga. Ouais, mais ça montre un peu la tendance actuelle, qui est de commencer à prendre un peu les jeux vidéo au sérieux pour faire des adaptations, pas de mettre des randoms qui font des trucs... Mais c'était un gros fan, hein, celui qui a fait le dernier. C'était un gros fan des films. Oui, mais c'est pas... Oui, mais c'est... ok, c'est un gros fan, mais c'était pas un mec qui avait un CV... Ah non, mais c'est juste que c'était peut-être pas un bon réal, quoi. Voilà, c'est ça qui est dommage. Mais je veux dire, c'est pour ça que je parle de prendre au sérieux, c'est que tu prends un réal qui a fait ses preuves, qui a fait un film qui est bien, tu vois, qui a des bonnes critiques, qui est bien noté, qui a marché, que les gens en parlent, etc., quoi. Ouais, mais après, c'était juste pour dire que quand même, le dernier réal, bien que j'ai pas du tout le résultat, il était quand même dans une démarche de respect de l'œuvre, il a repris les gens et tout, mais bon, bah, c'est pas parce que tu respectes l'œuvre originale que ton film est bien. Bon, malheureusement, si ça marchait comme ça se saurait, quoi. Autre adaptation de jeux vidéo, c'est Beyond Two Souls, avec Elliot Page. Donc c'était le jeu de Quantic Dream qui est sorti sur le PS3, je crois. Et il va y avoir une série télé qui est en production, et c'est produit par la société d'Elliot Page qui s'appelle Page Boy Productions. C'est ça, Elliot Page qui avait donné ses traits au personnage qu'on incarne dans Beyond Two Souls, qui est un jeu narratif, en gros, où il y a une personne qui communique avec un esprit, voilà. C'est très spécial. Et ouais, du coup, ils vont le faire en film. En série, pardon. Et je me demande, comme tous les trucs narratifs, à quoi ça sert. Mais encore une fois, je me dis, est-ce qu'ils peuvent pas prendre, parce que là, petit mea culpa peut-être sur Until Dawn, parce qu'Until Dawn, on a fait que chier dessus toute l'année dernière. En disant que ça allait être de la merde, et en fait finalement c'est pas exactement la même chose qu'ils font. Après ça se trouve ce sera nul, hein, je dis pas, mais je me dis peut-être qu'ils peuvent prendre le concept de Beyond Two Souls et juste pas refaire la même histoire, quoi, tu vois, de pas reprendre les mêmes personnages et tout ça, juste de reprendre le concept de quelqu'un qui partage son corps avec un esprit, etc., quoi. Donc je me dis ça peut marcher, et voilà, quoi. Ouais, peut-être, on verra. Oui, effectivement, un jeu narratif, c'est bon, ça. Après, il y avait énormément d'embranchements, il me semble, dans ce jeu-là. Différents. Mais c'est juste que je vois pas l'intérêt de reprendre la même histoire si on peut la faire. Déjà que c'est un jeu extrêmement narratif. Bref. Mais après, c'est Elliot Page qui reprend son jeu, quoi, un peu, hein, sur le coup. il était la star du jeu, quoi. Je sais pas si c'est déjà arrivé, ça. Mais en tout cas, je pense que ça va être pris au sérieux, en tout cas. On va parler de Lanterns, qui va commencer son tournage bientôt, hein. On a vu des photos des chaises de tournage et tout. Eh bien, on a un casting, en plus, c'est celui de Sinestro qui sera dans Lanterns et qui est joué par Ulrich Thomsen, acteur quand même dans la soixantaine, un peu comme Kyle Chandler. Ouais. Donc Hal Jordan et Sinestro vont être à peu près plutôt des mentors, ou je sais pas trop, mais je sais pas si ce sera des gros personnage dans le film, dans la série, pardon. Et oui, Ulrich Thomsen, c'est un acteur danois, il me semble, et qui a été connu surtout pour être dans un film qui s'appelle
Festin, je sais pas comment on dit en danois. Ah, moi j'ai entendu qui était dans Banshee, la série. Il est peut-être dans la série Banshee, mais je sais que Festin, c'est un film très important danois quand même, qui est fait par Thomas Vinterberg, celui qui a fait Drunk, qui a fait La Chasse, qui avait fait beaucoup parler. Et ouais, d'ailleurs, Festin, c'est le premier film d'un mouvement cinématographique danois qui s'appelle le Dom 95, voilà, qui a été lancé sous l'impulsion de Lars von Trier et de Thomas Vinterberg, donc voilà, qui sont devenus des réals maintenant assez connus, et qui étaient en réponse en gros au cinéma américain, aux super productions américains, plein d'effets spéciaux, et qui étaient, enfin bref, je simplifie le truc, mais en gros c'était de retourner au réel, quoi, tu vois, c'était ça leur mouvement. Et Festin, c'était le premier film de ce mouvement-là, donc c'est un film assez important à ce niveau-là. Et oui, cet acteur, bah moi je l'ai vu très peu pour le coup. C'est bon, après de toute façon Sinestro il est violet, hein, donc de toute façon oui. il ressemble pas trop à l'acteur de base. Et ouais, est-ce que Sinestro va être un méchant qu'ils vont garder longtemps? Moi j'aimerais bien, parce que quand même c'est quand même un gros méchant, moi, que j'aime beaucoup dans Wolverine, j'allais dire, dans Green Lantern. Et voilà, et je pense qu'il y a le potentiel d'être un super méchant, et voilà, et de nous faire oublier l'adaptation de Green Lantern de 2009, ce serait pas mal. Ce serait bien. Même si Sinestro, c'était peut-être le point fort du film. Sur le coup, Mark Strong, Sinestro, moi j'aime bien. Oui, Mark Strong, il était super en Sinestro, ouais. Sur le coup, on va avoir une nouvelle adaptation de Sinestro, ouais. Et je pense que vu que là, moi je me disais que ça s'appelait Lanterne, et peut-être qu'on va avoir un peu toutes les couleurs, parce que Sinestro, je le vois bien arriver en lanterne jaune, et pas en vert. Lanterne de la peur. Parce qu'il y a plusieurs lanternes, il y a pas que les Green Lanterns. Voilà, il y a plusieurs couleurs qui correspondent chacun à une émotion, et notamment la rage, la peur, la volonté pour les Green Lanterns, voilà. Et d'ailleurs, le film, enfin la série devrait potentiellement bientôt rentrer en tournage aussi, il me semblait ça, puisque je crois qu'ils ont fait du caméra testing, c'est ça? Oui, c'est ce que je disais. Bah, il y a eu des photos avec, on voyait les sièges avec les noms des acteurs dessus. C'est les sièges de tournage là et tout, donc je crois que ça va pas tarder. Hein. Et enfin, la dernière info, c'est que Warner voudrait revitaliser une de leurs anciennes licences, à savoir la licence des Oceans, voilà, Oceans 11, 12, 13, qui a été réalisée par Steven Soderbergh, voilà, réalisateur américain assez important. Il y a eu Ocean's 8. Et il y a eu Ocean's 8 qui a été un ratage malheureusement dans les années 2010. C'était dans cette mouvance de faire des genres de remake, reboot féminines. Il y avait aussi ça avec Ghostbusters par exemple, et ça s'est un petit peu planté, Ocean's 8. Mais bon voilà, David Leitch il est pote avec Brad Pitt, voilà, parce qu'il était son doubleur cascade pendant longtemps, et après il a réalisé un film avec lui qui s'appelle Bullet Train. Et bah voilà, il a dû en parler pour dire est-ce que ça te dirait pas de rempiler un coup pour faire Ocean's 14. Aucune envie voilà de voir ça en vrai, parce que j'aime bien la saga Ocean, enfin j'aime bien le premier en fait, et après bon voilà, c'est sympathique au plus, mais je trouve pas ça fou, et surtout enfin les faire revenir 10 ans après alors qu'il y a une trilogie, tout ça, enfin ouais bon, moi c'est un peu dans la mouvance des reboots, tout ça, bon, est-ce que ça m'intéresse de revoir tout cela, Matt Damon et tout, enfin dans ces rôles là, en vrai pas tellement pour le coup moi. Ok, moi j'ai pas vu, donc je sais pas, je m'en fiche. Peut-être que je regarderai quand même, parce que bon, c'est un truc qui était à rattraper, mais c'était qui le réal dessus? C'est Soderbergh, non? C'est pas ça? Oui, les 3 premiers, ouais. Ouais, ok. Mais là en plus ils te mettent David Leitch dessus. Enfin, David Leitch, c'est pas un réalisateur que je déteste, hein, voilà, Bullet Train, je trouvais ça sympa et tout, même Fall Guy, je trouvais pas ça si horrible, mais bon, quand même, je me dis, bon, quel est l'intérêt de voir David Leitch là-dessus? Moi, je sais pas trop, quoi. Surtout que c'est un réalisateur de films d'action, quoi. David Leitch, le film de baston. Les Oceans, c'est pas du tout des trucs de baston, c'est des trucs de casse, quoi, tu vois, donc je sais pas ce qu'il va nous faire. La licence revient au cinéma, quoi. Et on va finir ces news sur une news un peu triste. Voilà, on n'a pas de quoi faire une chronique box-office pour le coup. Mais apparemment, Better Man, voilà, le biopic avec un singe sur Robbie Williams, le chanteur anglais. Et bah les chiffres sont tellement bas que Paramount va arrêter d'annoncer en gros les chiffres du box-office de Better Man, qui a fait seulement 1,9 million aux États-Unis, alors que c'est censé être un des plus gros marchés, sur un budget de 110 millions. Donc le flop est total malheureusement, parce que Robbie Williams il est connu en Europe, quoi, mais même en Europe, voilà, il est surtout connu en Angleterre, parce que c'est vraiment la folie en Angleterre, quoi, vraiment Robbie Williams, mais un peu partout ailleurs c'est un peu compliqué. Donc voilà, sur un film à 110 millions, voilà, ça fait mal malheureusement. Ouais, dommage pour le petit singe. Ouais, c'est ça, dommage pour le singe. Et voilà, on a fini ça. Ouais. Et merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon votre plateforme, parce que ça nous aide beaucoup pour le référencement, à nous mettre des commentaires sur les plateformes qui le permettent, parce que voilà, de savoir votre avis un peu sur toutes les news que l'on a traitées. Et très bientôt, on va faire Complete Unknown, Ista, voilà, sur la critique de la semaine. Donc
donc mardi prochain. Donc restez à l'affût et bah d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur TikTok, sur YouTube et à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute. On est un peu partout. Podcast Addict, Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, on est partout. Apple Podcast et voilà, on se retrouve très bientôt, Isfa. À bientôt. Allez, ciao.